Professeur Martial Ouedraogo n'est qu'un bouc émissaire. Il faut aller plus loin. La ministre de la Santé doit démissionner. C'est l'Union pour le progrès et le changement UPC qui le réclame. Le parti de la défunte députée Marie-Rose Compaoré dénonce la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement burkinabé. Sur le plan juridique, c'est l'Avovid-19, l'initiative Avocats face à la Covid-19, qui dénonce des mesures prises sans fondement juridique. Un rapport a été rendu public ce jeudi. Il n'y a pas que les gouvernements africains qui sont décriés dans cette crise sanitaire. Le professeur Didier Raoult désavoue la gestion de la Covid-19 par les pays occidentaux. L'homme de la chloroquine salue plutôt l'approche des pays africains. Bonsoir et bienvenue à tous. Sur ce plateau, un invité, Rasmane Ketega, secrétaire confédéral chargé de l'organisation de l'information et de la propagande de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina. Bonsoir. Bonsoir. On sera avec vous dans un instant pour parler donc du 1er mai, fête du travail. Mais avant, après le deuil, l'Union pour le progrès et le changement rompt le silence. Il demande au gouvernement de clarifier les circonstances du décès de leur camarade député Rosemary Compaoré. L'UPC dénonce la mauvaise gestion de la crise sanitaire et exige de ce fait la démission de la ministre de la Santé, Archimède Boy. L'Union pour le progrès et le changement veut la tête de la ministre de la Santé. Le parti juge chaotique sa gestion de la Covid-19 et du décès de la députée Rosemary Compaoré. L'Union pour le progrès et le changement constate que Madame la ministre de la Santé, tout comme ses collègues et collaborateurs, ayant manipulé les faits dans l'affaire Rosemary Compaoré Kontidamde, n'ont plus aucune légitimité pour traiter des questions de santé des Burkinabés. Par conséquent, l'UPC exige la démission de Madame la ministre de la Santé, un pardon officiel du gouvernement à la représentation nationale et à tout le peuple burkinabé. Le parti du Lion entend mener des actions afin que la lumière soit faite sur les circonstances de la disparition de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons écrit à Madame la présidente de la commission SEGAS, une commission générale de l'Assemblée nationale, qui s'occupe du domaine du secteur de la santé. Et nous lui demandions, c'était le 9 avril, d'introduire une demande auprès de la présidence de l'Assemblée nationale au fin de mettre en place une mission d'information justement sur la gestion de la pandémie. Nous avions à l'esprit que cette mission allait nous faire sortir un certain nombre de choses liées au décès de notre camarade. Ça, c'était une première action. Et à l'étape actuelle, nous avons déjà engagé un certain nombre d'actions que certainement vous allez apprendre dans les jours à venir. Au-delà de cette affaire, l'UPC dénonce les insuffisances du système mis en place en ce moment pour faire face à la pandémie. Notre pays a une faible capacité de tester les personnes suspectées d'être malades du Covid. À cela s'ajoute la centralisation et la lenteur du dépistage et surtout de la prise en charge des malades. En rappel, la députée Rosemary Compaoré est membre fondatrice de l'UPC. Elle est décédée le 17 mars dernier à l'hôpital Tinkandogo des suites de la Covid-19, selon les autorités sanitaires qui l'avaient déclarée première victime du coronavirus au Burkina Faso. Les chiffres du jour, 4 nouveaux cas qui portent à 645 le total des cas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu 0 décès, donc on reste à 43 décès au total. 8 nouvelles guérisons portant à 506 le total des guéris. 11 mai, réouverture des salles de classe à un peu plus d'une semaine de cette date. Les craintes sont multiples. Les 12 millions de masques seront-ils livrés à bonne date? Que faire des effectifs pléthoriques dans les salles de classe? Là, et le calendrier dans tout ça, qu'allons-nous faire? Précision avec Abdourazak Traoré.
Première initiative, une leçon de sensibilisation sera dispensée aux élèves. Outre cette mesure, une directive a été élaborée pour assurer le respect des mesures barrières. Alors qu'on a des dispositions pour le moment qui doivent être respectées en termes de regroupement de personnes, et pas plus de 50. Et donc la mise en œuvre de toutes ces initiatives nécessite donc qu'un certain nombre de mesures soient prises à travers donc une directive pour éviter justement que cette reprise se fasse donc de façon désordonnée ça et là. L'autre crainte des syndicats, c'est la disponibilité des masques à bonne date. Fournir 12 millions de masques avant le 11 mai, date de la reprise des classes, est-il possible? Les masques. Donc nous attendons autour de 500 000 masques à la fin de cette semaine pour les mettre à disposition des établissements et prioritairement des enseignants et du personnel qui seront donc sur les lieux. Ils ne pourront pas produire et mettre à disposition au même moment les 12 millions de masques souhaités. Et comme c'est progressif, nous avons décidé d'organiser chaque jeudi et chaque lundi une rencontre. Nous avons déjà élaboré un canevas qui renseigne par région le nombre de masques déjà disponibles à être récupérés. Et donc chaque jeudi et chaque lundi, ce point sera fait de façon à ce que le jour après la rencontre, si c'est un jeudi, le vendredi, les équipes chargées de la collecte de ces masques puissent les collecter et pour les réunions de lundi, ça va être mardi, afin de les mettre à disposition donc des structures. Et la rentrée administrative a pour objectif justement de faire en sorte que le personnel enseignant administratif soit présent pour récupérer au fur et à mesure donc ce matériel. Pour l'achèvement de l'année scolaire, une dérogation spéciale sera faite en termes de nombre d'évaluations à faire en vue de valider un semestre ou un trimestre comme mécanisme d'évaluation finale. Une situation qui va nécessiter la prolongation de l'année scolaire. Le ministre prévoit la fin des cours pour le 20 juin dans le préscolaire, le 27 juin au primaire, au post-primaire et au secondaire. Quant aux examens, ils sont prévus à partir du 30 juin. Toutes ces propositions seront soumises à l'ensemble des parties prenantes du système éducatif burkinabé. Des rencontres d'échange et d'information qui débutent ce 30 avril 2020. Le procès Ouaro, objet de polémique depuis hier, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales est accusé de tenir un double langage sur la dotation des écoles en dispositif de lave-mains. De quoi s'agit-il exactement? Y a-t-il eu mensonge? Élément de réponse avec Abdourazak Traoré. De façon à les maintenir. En annonçant mordicus ce 29 avril que le gouvernement ne s'est jamais engagé à doter les établissements scolaires en dispositif de lavage de mains, le ministre de l'Éducation nationale a été pris à partie sur la toile. Les internautes parlent de contradictions et de mensonges. Qu'en est-il exactement? Y a-t-il eu mensonge? Sortons les archives. Voici ce que Stanislas Ouaro a dit ce mercredi. Mais le gouvernement ne s'est jamais engagé à mettre à disposition des écoles des dispositifs de lavage des mains. Il demande l'accompagnement des parents d'élèves pour la disponibilité en eau ou des dispositifs de lavage des mains, qu'ils soient des dispositifs artisanaux ou mieux élaborés. À présent, voyons ce qu'il avait annoncé le 24 avril dernier. Le gouvernement s'engage donc à doter l'ensemble des structures éducatives donc de savon pour le lavage des mains et nous travaillerons avec donc la communauté éducative, c'est-à-dire les COGES, le comité de gestion des établissements scolaires, les APE et les AME. APE, c'est les associations des parents d'élèves, les AME, c'est les associations des mères éducatrices, pour accompagner donc en termes de dispositifs de lavage des mains. Il n'a donc pas été question de dotation gouvernementale en ce qui concerne les dispositifs de lavage de main. Mieux, dans le plan de riposte, ce volet n'a pas été budgétisé. Par contre, la dotation en savon, masques et la désinfection des salles de classe ont été prises en compte dans les 8,2 milliards de francs CFA. Le ministre Ouaro avait plutôt planché sur des solutions endogènes. Il ne s'agira pas d'avoir des dispositifs sophistiqués. Nous avons dans des écoles primaires des dispositifs développés avec des bidons, des bidons d'huile de 20 litres et
des tiges et des fils, ça permet de faire un lavage de main qu'on appelle tipi-tac. Donc ça permet de le faire. Et donc on va demander l'accompagnement pour que cela puisse se faire partout où il n'y a pas de dispositif. Et les parents d'élèves vont accompagner pour la disposition en eau. Parce qu'il y a des structures malheureusement où nous n'avons pas encore d'eau potable, où des forages sont dans un état de non-marche. On pourra accompagner. Il y en a où il y a l'eau courante mais il y a des problèmes de coupure. Et donc c'est demander aux parents d'élèves de contribuer justement à l'approvisionnement en eau. Il y a aussi d'autres initiatives comme celle de faire en sorte que les enfants puissent venir à l'école avec un bidon d'eau chaque matin. Ils utilisent cette eau pour se laver les mains et tout. Donc c'est des choses comme ça qui sont sur le terrain, qui pourraient être opérationnalisées, mais en fonction des cas. Avant cette question qui a créé une vague de polémiques, le patron de l'Éducation nationale a annoncé toute une série d'initiatives visant à rendre effective la réouverture des salles de classe. Plusieurs mesures prises pour stopper la propagation de la Covid-19, mais une question, qu'en est-il de leur fondement juridique? L'initiative Avovid-19, avocat face à la Covid-19, fait le diagnostic. Elle a produit un rapport qui révèle que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie souffrent d'un problème de fondement juridique. Il y a par exemple le décret présidentiel instaurant le couvre-feu qui ne serait pas juridiquement valable dans le contexte de la crise que traverse le pays. Précision, Juliette Tougri, Rémi Lambert-Nibier. Plusieurs mesures prises par les autorités publiques au Burkina Faso sortent hors du champ d'application sanitaire tel que prévu par le Code de la santé publique, constate l'initiative Avocat face à la Covid ou Avovid-19. L'audit juridique de la gestion de la crise fait par ce groupe d'avocats révèle que certaines mesures restrictives de droits et de liberté ne peuvent être ni justifiées par le décret sur l'état d'alerte sanitaire ni par le Code de la santé publique. Elle relève plutôt du domaine de la loi et par exemple l'instauration du couvre-feu par le président du Faso n'aurait aucun fondement juridique. Du point de vue du droit et surtout de la législation de crise, le couvre-feu est toujours une mesure prise dans le cadre d'une situation d'urgence, laquelle situation d'urgence elle-même est prévue par une loi. Et c'est cette même loi qui prévoit, qui définit la situation d'urgence et qui permet au pouvoir public de savoir que la situation dans laquelle nous sommes répond à la définition qui est donnée par la loi, pour permettre ensuite à l'autorité habilitée, en l'occurrence le président du Faso, puisqu'il a reçu le pouvoir de par la Constitution, de déclarer l'état d'urgence ou l'état de siège. C'est ce que dit l'article 58 de la Constitution. Or, en l'espèce, qu'est-ce que vous avez constaté? On s'est levé un matin et puis on a appris que le président du Faso a décrété un couvre-feu. Quelle est la loi qui prévoit l'état d'urgence? Est-ce que le président du Faso lui-même a d'abord décrété l'état d'urgence avant de décréter son couvre-feu? Donc, déjà de ce point de vue, il y a un problème par rapport en fait, au fondement juridique du couvre-feu. Dans son rapport, l'initiative Avovid-19 précise que l'État burkinabé dispose de 4 options, tout en faisant recours à l'Assemblée nationale pour rendre légales certaines décisions prises. Au-delà du cas du couvre-feu, l'initiative Avocat face à la Covid attire l'attention des autorités sur l'absence d'une loi d'urgence au Burkina Faso qui fixe les bases juridiques face à tout type de crise. Une loi dont l'absence handicape par exemple la continuité du service public, comme on a pu le constater avec la fermeture des juridictions pendant plusieurs semaines. Et la question donc des délais de procédure, comme il a dit, également, c'est un problème qui est posé. Et nous avons dit que, de par le passé, on a toujours fait de la débrouillardise processuelle. Quand ça reprend, vous venez dire, bon, je n'ai pas pu, tout le monde est au courant, ainsi de suite. Mais les juges acceptent, mais ce n'est pas ce que la loi a prévu. Si un juge déclare irrecevable, il serait parfaitement dans son bon droit. Pourquoi ne pas prendre un texte de loi général qui prévoit ce genre de situation pour que lorsque ça arrive, qu'on ne soit pas obligé d'aller payer 47 000 francs pour faire constater un problème. Et dans le cas de la crise sanitaire présente, les huissiers eux-mêmes avaient écrit pour dire qu'ils étaient eux-mêmes, ils ont fermé les bureaux à cause de la même crise. Donc tu vas trouver qui pour faire ton constat. Il est bon de prévoir une bonne porte pour toutes, un texte de loi
d'urgence qui réglemente donc ces choses-là, qui donne un cadre et qui permet aux autorités, lorsque ces situations se présentent, de moduler en fonction des situations pour sauvegarder les droits des uns et des autres parce que, comme nous l'avons dit, la sécurité, je dirais, sanitaire ne doit pas chasser la sécurité juridique. Plusieurs autres recommandations sur la protection juridique du personnel de santé ou sur les répercussions politiques et institutionnelles de la COVID-19 ont été faites par l'initiative Avovi-19. Elle s'engage à s'impliquer activement pour doter le Burkina Faso du texte de crise qui régissent légalement et constitutionnellement les décisions prises en pareilles circonstances. La gestion de la crise sanitaire dans les pays développés n'est pas du goût du professeur français Didier Raoult. Il est très critique envers les pays occidentaux. Pour lui, ils sont paradoxalement moins prêts à l'arrivée de nouvelles maladies que les pays africains. En cause, les essais médicaux qui arrivent souvent après la bataille. Abdoulaziz Sarri. Espagne, Italie, France ou encore États-Unis, la COVID-19 n'y a pas fait de cadeau. Malgré leur système sanitaire sophistiqué, les morts dus au coronavirus se comptent par milliers dans ces pays. Pourtant, l'Afrique, où l'Organisation mondiale de la santé a prédit un désastre humain, semble encore contrôler la situation en dépit de la précarité de son système de santé. Sur les 34 915 cas que compte le continent à la date du 29 avril, on compte seulement 1521 décès et 11 309 guérisons. Mais qu'est-ce qui explique cet exploit ? Pour le professeur Didier Raoult, il est lié au fait que l'Afrique, contrairement aux pays développés, n'a pas compté sur les essais et tests cliniques. Quand on voit une maladie comme celle-là, le temps qu'il faut pour traiter ça est très court. Et si on commence à faire des études qui se terminent ici, quand il n'y a plus de maladie, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la maladie du tout. Tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres, qui, eux, assez raisonnablement ont choisi de traiter ça comme une pneumonie avec des médicaments banals qui ne coûtaient rien et qui ont du coup des mortalités beaucoup plus faibles. Et dans les 15 pays qui ont la plus forte mortalité, ça n'est que des pays riches. Donc c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Moi, peut-être que j'ai été capable d'y répondre parce que je suis en partie africain, et donc c'est une partie de mes origines qui me laisse l'idée qu'on doit traiter les maladies infectieuses. Parlant d'épidémie courte, Didier Raoult avance la possibilité que la pandémie de la COVID-19 soit une maladie saisonnière. Il précise également que les statistiques de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée où il officie montrent une vague descendante quant au nombre de cas diagnostiqués et au nombre de cas en réanimation. Selon l'infectiologue, il est possible que l'épidémie touche à sa fin d'ici un mois et qu'il n'y ait bientôt plus de cas dans les pays tempérés. Les infections virales respiratoires dans les pays tempérés sont plus fréquentes pendant la saison froide et s'arrêtent en général au printemps. C'est le cas de la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est pas non plus une énorme surprise qu'on ait le même cycle que ce que l'on a d'habitude. Donc on est sur une vague descendante. Encore une fois, moi je ne prédis pas l'avenir. Si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était une des possibilités de cette maladie, c'est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser et qu'il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés. Pour l'instant, aucun médicament officiel n'existe contre la COVID-19. Tout le monde attend la découverte d'un vaccin pour pouvoir se tirer d'affaire. Mais déjà, les Africains ont découvert des antidotes non encore reconnus par l'OMS, mais qui semblent tout de même susciter des espoirs, comme Covid organique de Madagascar. Faut-il reporter les élections à cause du coronavirus? Le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, pose le débat avec des journalistes et des hommes de droit. Si la tenue des élections à bonne date est une obligation constitutionnelle, la santé des populations passe en priorité. Covid-19, processus électoral, les scénarios possibles, c'est un sujet de Luc Pabelgem. Le coronavirus a tout chamboulé au Burkina Faso, y compris le processus électoral. C'est d'ailleurs en pleine opération d'enrôlement que la pandémie est survenue
et le processus a été stoppé net dès les premières heures par le président du Faso. Dès lors, le calendrier électoral était menacé et le report des élections était en discussion. Le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, et ses partenaires des médias ont passé en revue tous les scénarios possibles du processus électoral dans un contexte de Covid-19. L'idée pour nous ici, ce n'est pas de dire qu'il faut reporter systématiquement. En tant que juriste, on doit tout faire pour respecter ce que la Constitution a notamment prescrit. Respecter les mandats de 5 ans, etc. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, s'il devient impossible d'organiser les élections, alors il faut tendre vers le report. Et ce ne sera pas la première fois qu'un pays a reporté ses élections. Vous avez en France, on a reporté les élections municipales. En Angleterre, en Espagne, on a décidé de repousser les élections municipales pour dire que la santé avant tout. La santé avant tout, il ne faut pas prendre le risque d'aller voter et puis tomber malade. Donc, si la situation actuelle doit perdurer, oui, on est d'accord pour qu'il y ait un report. Mais l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut reporter pour reporter. Si on peut juguler la situation, parce qu'actuellement, la tendance qu'on voit montre qu'on est en train de maîtriser la maladie. Si on doit pouvoir maîtriser la maladie, d'ici là, pourquoi pas, on peut tenir les élections à bonne date. Avec l'arrêt des opérations d'enrôlement de la CENI et le ralentissement des activités politiques, la tenue des élections à bonne date était en pointillé. Sous l'œil juridique, le professeur Djibril Ouedraogo s'est penché sur les possibilités qu'offre le droit de reporter le processus électoral et sur la question, le droit offre bien de possibilités. Élection, oui, mais la santé des populations avant tout. Il ne faut pas faire de la fixation en disant qu'il faut organiser les élections à bonne date forcément. Non, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas cette ligne extrême-là qu'il faut défendre. Il ne faut pas défendre une ligne extrême. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour aller vers les élections telles qu'on a fixé les dates. Mais si jamais on ne peut pas, il ne faut pas condamner tout le monde à peut-être tomber malade parce qu'on veut forcément respecter le calendrier électoral. Le CGD a pu s'accorder ces 2 jours de formation avec les journalistes sur l'impact de la Covid-19 sur le processus électoral après avoir analysé les conséquences possibles de la baisse de vigilance face au terrorisme depuis l'avènement du coronavirus au Burkina Faso. L'association Investisseurs sans frontières et son partenaire Trovio offrent plus de 20 000 masques au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, de quoi aider à l'atteinte des objectifs de 12 millions de masques pour la reprise sereine des cours. Ibrahim Compaoré, Roméo Koïta. 21 000 masques d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. C'est le geste de l'association Investisseurs sans frontières et son partenaire Trovio au ministère en charge de l'Éducation nationale. Ces masques sont destinés aux élèves et enseignants dans la perspective de la reprise des activités pédagogiques. Le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, aujourd'hui, veut rouvrir les salles de classe, veut sauver l'année scolaire. Donc nous nous sommes sentis interpellés. C'est pour cela que nous avons fait ce don de 21 000 masques pour pouvoir accompagner ce ministère à sécuriser les enfants et avoir une année pour pouvoir terminer notre année scolaire dans de bonnes conditions. La valeur du don, à peu près 5 500 000 francs. Dans la dynamique de la réouverture prochaine des classes au Burkina Faso, le gouvernement a entamé une production massive de masques au profit des élèves et enseignants. Ce don de l'ISAF vient en complément à cette initiative déjà en cours. Cet appui inestimable donc de l'association Investisseurs sans frontières qui a décidé justement d'accompagner et de soutenir ce plan de riposte avec donc 21 000 masques que nous recevons qui vont donc contribuer à la disponibilisation des masques auprès des établissements afin de pouvoir nous permettre de reprendre nos activités. Et donc je voudrais remercier donc ISAF qui est l'association Investisseurs sans frontières et par donc ce geste et profitant donc de votre micro invité les Burkinabés à soutenir et à accompagner ce plan de riposte pour qu'ensemble nous puissions travailler à sauver cette année scolaire. C'est la première contribution donc, dans le cadre de ce plan de riposte et donc nous pensons que cette première contribution est un exemple qui va être présenté à l'ensemble des Burkinabés, à l'ensemble des personnes physiques ou morales qui sont au Burkina ou qui aiment le Burkina Faso, même s'ils ne sont pas ici,
pour qu'ils apportent aussi leur contribution. La campagne de production massive de masques a déjà débuté. Le Premier ministre était au constat en début de semaine. À terme, environ 5 millions de masques sont attendus. 30 millions de francs CFA pour stopper la pandémie, c'est une contribution de Saham Assurance remise ce matin au ministère de la Santé. Abdoulaziz Saré. Un chèque de 30 millions de francs CFA offert au ministère de la Santé. La maison de l'assureur Saham Assurance joue ainsi sa partition dans la lutte contre la Covid-19 au Burkina Faso. Saham Assurance, c'est deux sociétés au Burkina Faso. C'est Saham Assurance Vie et Saham Assurance IARD. Nous faisons partie du groupe Sanlam, c'est la plus grosse société d'assurance d'Afrique aujourd'hui. Et nous avons décidé d'intervenir dans tous les pays où nous sommes. Et nous sommes actuellement dans tous les pays d'Afrique quasiment. Et on a décidé d'intervenir pour combattre cette pandémie que nous vivons. Et c'est ce qui fait que ce matin, nous avons offert 30 millions de soutien au comité de lutte et au gouvernement pour pouvoir combattre cette pandémie. En plus de ce don de 30 millions de francs CFA offert au ministère de la Santé, Saham Assurance a aussi acheté un important lot de masques d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Des masques disponibles dans ces différentes agences et qui vont être distribués à tous ses abonnés afin d'éviter la propagation du coronavirus. La société Genius Africa International a choisi les vendeuses du marché de Pissy pour un don de vivres, 200 sacs de riz pour ces femmes vulnérables. Juste en moto. Ce sont 200 sacs de riz d'une valeur de 2 millions de francs CFA que la société Genius Africa International offre aux vendeuses du marché de Pissy. Après la fermeture du marché par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus, les femmes du marché ont du mal à joindre les deux bouts. Notre geste ce matin vise à accompagner, c'est-à-dire à aider les braves familles là, qui se battent au quotidien pour subvenir à leurs besoins et qui se retrouvent dans des difficultés à cause donc, des mesures qui sont prises pour éviter donc, la propagation de la pandémie. Aujourd'hui, c'est nous qui donnons, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, j'exhorte tous ceux qui peuvent à initier ce genre de dons, de se soutenir mutuellement. Et je pense que c'est ensemble que nous allons réussir à bouter le coronavirus hors du Burkina. Un geste de solidarité à l'endroit de toutes ces familles en difficulté. Je manque de mots pour vous dire merci. Votre geste à notre égard est une bénédiction. Avec ces vivres, nous pouvons espérer tenir jusqu'à la réouverture du marché. Que Dieu vous bénisse et que vos activités prospèrent. Au total, 400 ménages sont recensés pour bénéficier du don de vivres de la société Genius Africa International. La société intervient initialement dans le domaine du bâtiment, des routes, de la promotion immobilière et de l'hydraulique. La page invitée de ce journal, Rasmane Tchedega est le secrétaire confédéral chargé de l'organisation de l'information et de la propagande de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina. Bonsoir. Bonsoir. Demain, 1er mai, fête du travail, la fête qui se passe cette année dans un contexte assez particulier, cette crise sanitaire, la fête donc dans la crise qui impose un certain nombre de mesures restrictives. Alors, comment on marque cette fête du travail en tant que travailleurs? Ok, merci bien. Je crois que la fête du travail, comme vous l'avez appelé, et pour nous, c'est la journée internationale du travail naturellement, qui est une journée de souvenir, de commémoration. Bien entendu, ça nous permet, en tout cas à tous les travailleurs du Burkina, comme les autres travailleurs du monde, à se remémorer et savoir que, justement, un 1er mai 1886, des travailleurs avaient été massacrés. Les crimes étaient effectivement de revendiquer la journée de 8 heures de travail, ce qui permettait de diviser les 24 heures en 3, notamment 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. Et ce crime-là leur a valu des pendaisons, des exclusions, des licenciements, des fusillades. Et c'est cette journée-là que nous commémorons aujourd'hui. Malheureusement, pour le monde du travail et l'humanité tout entière, aujourd'hui encore, des travailleurs subissent la répression. Certainement, parfois, pas du même degré qu'en 1886, mais malheureusement, la bourgeoisie n'a pas changé sa manière de traiter les travailleurs. On revient justement à cette question, mais déjà, concrètement, pour la journée de demain, qu'est-ce qui est prévu?
comme nous avions effectivement pris en compte un certain nombre d'aspects par rapport à la situation Covid-19, pour ce qui est de cette année, le mouvement syndical, pour ce qui est de notre coalition, nous n'avons pas décidé d'organiser une manifestation d'envergure. Mais il y a une déclaration, il y a un message qui sera livré effectivement à nos militants et à l'endroit des autorités qui va rappeler un certain nombre de préoccupations dont les travailleurs tiennent à ce que ça soit résolu. Et cette déclaration sera faite demain. Et je crois que c'est ce geste symbolique-là que nous allons faire, tout en appelant tous les travailleurs à se replonger dans ces souvenirs-là, revisiter les plateformes, et nous célébrons justement ce 1er mai-là sous l'égide de la poursuite de combat pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, tout en tenant compte des réalités de notre peuple. Voilà, un 1er mai donc dans ce contexte sanitaire difficile, mais comme vous l'avez dit aussi, dans un contexte, un environnement de bras de fer entre les travailleurs et puis l'exécutif. On le voit, vous étiez déjà en mouvement bien avant que la crise sanitaire ne s'installe. Vous avez dit stopper justement à cause de cette crise sanitaire, mais la réalité à ce niveau reste là. Est-ce que la crise peut-être a permis de renouer le fil du dialogue pour permettre peut-être à l'issue de cette crise d'aller un peu plus vite sur la reprise du travail? Pas du tout, parce que nous avons même pensé à un moment donné que la crise a été utilisée par le gouvernement comme du pain béni. Peut-être que les gens pensaient qu'avec la crise, on pourra, au retour, les travailleurs vont laisser tomber les revendications, parce que depuis que la lutte a commencé, depuis le 24 février jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu un seul coup de fil du gouvernement. On ne nous a jamais contactés, et vous avez constaté avec nous que les 2 messages que le président du FASO a adressés à la nation, les différentes mesures que le président du FASO a eu à prendre en rapport avec la situation de la maladie, le monde du travail a été totalement ignoré. Et personne ne peut nous démontrer que les mesures qu'on a eu à prendre, il y a des mesures qui ont été prises à l'endroit des travailleurs. On sort toujours féliciter les agents de santé, mais quand vous regardez la plateforme du Chincha est en état. Les travailleurs de la santé qui ont été coupés en octobre et en novembre ne sont pas rentrés dans leurs droits aujourd'hui encore. C'est pourquoi nous pensons que souvent quand on sort, on les félicite. On a vu récemment cette sortie aussi du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, justement, dans la perspective de la reprise des cours, qui a annoncé aussi qu'à ce niveau, il y a un ensemble de syndicats qui ont demandé au gouvernement de faire quelque chose dans ce sens, et quelque chose a été fait. Non, à ce niveau-là, je pense qu'il faut être suffisamment clair sur la question. Le gouvernement a fait des suspensions illégales de salaire. Le gouvernement a reculé en levant la suspension, mais en réalité, les sommes ponctuées n'ont pas été remboursées. Les travailleurs, bon nombre de travailleurs, n'ont pas reçu leur salaire de mars. Donc le salaire qui a été coupé n'a pas été remboursé. Le ministre, dans son discours, dit que les travailleurs, les enseignants n'ont pas travaillé, ont refusé d'exécuter un certain nombre de tâches en mars, et c'est pourquoi lui, il a suspendu leur salaire. Tout en sachant qu'au nom de la loi de notre pays, là, avant la suspension d'un salaire n'est qu'une conséquence. Il faut bien d'abord sanctionner le travailleur. Si le travailleur est sanctionné, et il a le droit, au nom donc de la loi 083, de présenter sa défense. Et c'est après qu'il ait été suspendu de son poste, dont la conséquence, c'est la suspension de son salaire. Aucun travailleur de l'éducation qui ont été effectivement, qui ont vu leur salaire suspendu, n'a même su pourquoi son salaire a été suspendu. C'est à la fin que le ministre explique que c'est parce que les gens n'ont pas fait des évaluations, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il se prépare à rouvrir les écoles. Si on veut aller dans une logique comme lui, tant que les salaires de mars ne sont pas remboursés, les travailleurs reprennent le travail, ils ont été payés en avril, donc ils reprendront le travail, mais ils vont continuer comme tous les autres agents. L'éducation est spécifique. Dans l'éducation, quand vous arrêtez de travailler, quand vous revenez, vous prenez les cours là où vous les avez abandonnés. Et personne ne vient faire votre travail à votre place quand vous n'êtes pas là. Depuis les 3 années de lutte, les travailleurs de l'éducation ont toujours terminé l'année. Quand bien même, quand ils vont en grève, on coupe leur salaire pour le travail non fait, mais quand ils reviennent, ils terminent le travail qu'ils avaient abandonné. Le ministre a annoncé la reprise donc, des cours pour le 11 mai prochain. Est-ce que ça veut dire que dans ces conditions-là, le monde syndical ou les travailleurs ne seront pas prêts justement à aller dans la dynamique justement de reprise des cours pour permettre de sauver l'année? Le souci de tout éducateur, c'est ça. Contrairement à ce que les gens pensent, les enseignants sont les premiers concernés quand ça ne va pas à l'école.
C'est pourquoi c'est eux qui posent des plateformes. Et bien, les enseignants veulent que les cours reprennent. Parce qu'ils veulent retrouver leur lieu de travail. Le 11 mai, vous allez reprendre le travail. Je suis en train d'expliquer que le souci de ce que les travailleurs pensent, c'est qu'on reprenne le travail. Mais il y a des préalables qui ont été posés par un certain nombre d'organisations. Ces préalables-là doivent être réglés. Parce que vous ne pouvez pas suspendre illégalement le salaire des travailleurs et reprendre les cours comme si rien n'était. Visiblement, ça, il me semble que les gens doivent rendre des comptes. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est que les raisons qui avaient amené les travailleurs à suspendre un certain nombre d'actions, à engager un certain nombre d'actions, notamment la question de l'UTS, demeure. Le simple fait de rétablir les salaires ne dit pas que les travailleurs laisseront tomber la revendication première qui est effectivement justement la suspension de l'UTS sur les primes et les indemnités servies aux travailleurs. Il est question de faire des sacrifices d'une part et de l'autre pour pouvoir permettre à l'année d'arriver à bon port. Oui, oui, mais je crois que le sacrifice-là, les travailleurs, aussi bien du privé que du public, le font tous les jours. Aujourd'hui, quand on a mis les différentes mesures par rapport à Covid-19, il y a des gens qui sont en première ligne. Il y a des travailleurs qui ne dorment pas, qui sont dans les hôpitaux et qui soignent. C'est d'eux qu'on parle. Lorsque la question sécuritaire est posée, il y a des gens qui sont sur le front. En fait, quand on parle des travailleurs, c'est tous ceux-là qu'il faut. D'accord, merci. Nous sommes malheureusement en fin d'émission. Merci d'être passé sur le plateau 19h30 ce soir. C'est nous qui vous remercions. Et bonne réflexion pour demain. Pas de souci. Merci. Madame, Monsieur, ça sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.